Le but aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait ce petit webinaire, voilà, Nixo Yubico, pour vous remettre, vous expliquer tout ça. Donc, nous, à Nixo, intégrateur de sécurité, que ce soit sur des solutions de sécurité de l'infra, endpoint, sécurité des applications, sécurité du cloud, etc. On s'est vite rendu compte qu'il y avait des trous au niveau de la sécurité des utilisateurs. Et on était également à l'époque aussi partenaire de technologies d'authentification un peu renforcées, type RSA, HID, SafeNet, Gemalto, et on s'est vite rendu compte que c'était quand même devenu des technos un peu usine à gaz, assez complexes à mettre en œuvre. Et si je dis pas de bêtises, maintenant, depuis 2 voire 3 ans quasiment, on est partenaire avec Ubico et le but de ce webinaire, c'est de vous expliquer voilà, le fonctionnement de leur clé, les différents use cases. Donc aujourd'hui, nous, on met un gros focus là-dessus, surtout avec depuis l'arrivée des applications cloud et puis du phishing qui nous pique les logins mots de passe. Il est vraiment nécessaire de mettre en place une sécurisation, un renfort de la partie authentification de vos utilisateurs. Voilà, avec Ubico et notre distributeur Infinigate, depuis 3 ans, voilà, sur toute la France, on promouvoit ces clés, cette solution, et on va vraiment vous aider, que ce soit sur l'avant-vente, sur l'intégration des clés. On peut faire le support derrière. Donc, le but de cette présentation, c'est de vous expliquer voilà, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas en live ou dans le chat, parce que je vais laisser la main à Fabrice pour la présentation. On se tient à votre disposition avec Nicolas dans le chat ou à la fin sur une série de questions à nous couper, à vraiment s'intéresser, poser les bonnes questions sur le fonctionnement voilà, de cette solution. Donc, je vous remercie et je te laisse la main, Fabrice. Super Arnaud, merci beaucoup. Effectivement, n'hésitez pas à interagir, hein. C'est vrai qu'on a la chance d'être en petit comité. Voilà, s'il y a des questions qui arrivent comme ça à la volée, on les prend soit sur le chat, soit directement en audio. Merci pour l'intro. Donc juste peut-être pour l'agenda, très simplement. Alors Tony nous a peut-être rejoint depuis. Tony qui est aussi le BDM, donc le représentant commercial d'Infinigate pour la marque Ubico. Donc on va évoquer les enjeux de l'authentification et quelle est notre réponse par rapport à ces challenges-là vis-à-vis d'autres solutions plus legacy. Parler de passwordless aussi, parce qu'il faut démystifier le sujet. On entend beaucoup parler de passwordless. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Quel est l'intérêt? Présenter la solution, l'entreprise Ubico, mais aussi vous montrer comment notre clé répond à des cas d'usage, à des enjeux métiers, voilà, pour avoir un petit peu une idée, une overview de tout ce que pourrait vous apporter la clé en termes de sécurité, mais aussi parfois en termes d'expérience utilisateur, en termes de réponse à des enjeux de réglementation, etc. Donc, je lance le sujet. Tout le monde voit bien l'écran? Oui, c'est bon. Vous avez bien l'écran en entier. Parfait, Fabrice. Oui, c'est bon, c'est bon. Génial. Peut-être la première chose, c'est un peu démystifier aussi voilà, le paradoxe des mots de passe. Donc, volontairement, hein, je vais prendre des stéréotypes, mais c'est la réalité de ce qu'on voit aujourd'hui chez certains de nos clients. Il ne faut pas oublier que le login password est la première méthode d'authentification qui existait dans l'IT, qui date des années 60, et que, en fait, aujourd'hui, les entreprises sont dans une genre de course effrénée pour les rendre de plus en plus complexes, pour forcer les utilisateurs à n'avoir qu'un seul mot de passe sur chaque application qui soit différent. Et ils sont aussi challengés par leur politique de sécurité pour les changer régulièrement, tous les 60, tous les 80 jours. Et on s'aperçoit que dans la réalité, ce que ça donne, c'est… Alors, c'est la première image que vous voyez, donc elle est liée à une interview BFM suite au hacking de TV5 Monde. On voit le mot de passe de l'utilisateur qui est clairement collé sur un post-it sur l'écran. Donc ça, c'est un des premiers travers du mot de passe de plus en plus complexe qui doit être changé en permanence. C'est qu'à moins d'avoir une mémoire photographique, les utilisateurs vont commencer finalement à coller ou à noter ces mots de passe quelque part. Donc, ça va finalement pas apporter le bon niveau de sécurité qui était attendu. Le deuxième point, pour ceux qui ne les connaissent pas, il y a des sites internet comme Vibinpwn, Ghost Project, des sites gratuits où il n'y a même pas besoin d'aller dans le dark web aujourd'hui pour un hacker pour récupérer tout simplement votre mot de passe qui aurait fuité d'un compte Facebook, LinkedIn, Dropbox et réutiliser ce mot de passe dans votre environnement professionnel. Donc aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'avoir un niveau technique ultra complexe pour faire du hacking, du phishing, de l'usurpation d'identité en entreprise, qui peut donner lieu à des attaques type arnaque au président et compagnie. Il suffit juste d'aller sur Internet, en clair, récupérer des mots de passe et tenter tout simplement de les rejouer dans vos environnements pro.
Donc ça, c'est important quand même d'avoir ce contexte-là en tête. On a aujourd'hui une vision du marché qui estime que 50% du marché est encore en login mot de passe. Donc même si beaucoup de clients sont en train de basculer vers du MFA, c'est une solution qui est encore beaucoup utilisée en entreprise. Quelques chiffres intéressants pour illustrer du coup les enjeux cyber. 73% des mots de passe peuvent être utilisés sur plusieurs applicatifs. Évidemment, quand on est obligé de mémoriser des dizaines de mots de passe différents, la réalité fait qu'on utilise plus ou moins le même mot de passe à peu près partout. Mais je vous invite à challenger le sujet chez vous-même dans votre organisation. Vous verrez que si vous faites des sondages, on n'est pas loin de la réalité. 60% plus ou moins des attaques récentes sont causées en général soit par du phishing, soit par du vol de credentials. Donc, finalement, ça amène des enjeux zéro trust, ça amène l'évolution des enjeux cyber de la sécurité périmétrique vers la sécurité de l'identité. C'est pourquoi, tout simplement, parce que grand nombre des attaques sont causées justement par la faiblesse des mots de passe et de l'authentification. Aussi, une stat qui est assez hallucinante, évidemment, ça a été renforcé par la pandémie, c'est que jusque 57% des entreprises sondées ont subi une attaque de phishing réussie en 2020. Donc, c'est énorme comme chiffre et ça montre que finalement, les enjeux cyber des entreprises doivent se réorganiser, en tout cas se réorienter vers la sécurisation de l'identité des accès. Un autre chiffre qui est assez étonnant, que vous pouvez challenger aussi en interne, hein, c'est que quand on prend le taux horaire d'un salarié qui n'a plus accès à ses outils parce qu'il revient de vacances, qu'il a oublié son mot de passe, quand on additionne aussi le coût du support helpdesk qui est énormément sollicité pour reset des passwords, on a des chiffres qui nous amènent autour de 50 € le coût de l'opération quand on régénère un mot de passe en entreprise. Et c'est important de comprendre qu'il y a aussi des enjeux business pour nos clients à basculer vers des solutions d'autant de fortes physiques. Donc, je vais venir un peu plus dans le détail après sur comment ça peut se mettre en place. L'autre point donc, qui est intéressant, c'est que si à peu près 50% du marché est encore en login mot de passe, il y a une tendance qui emmène beaucoup de clients vers l'authentification avec un mobile. Alors, évidemment, il faut avoir le luxe d'avoir tous ces salariés qui ont un téléphone pro. Et il y a des énormes enjeux aussi aujourd'hui sur le MFA autour des populations BIOD, parce qu'en France, on ne peut pas contraindre des utilisateurs à se servir de leur téléphone personnel pour s'authentifier. Mais donc, il y a quand même 3 enjeux majeurs qu'il faut bien prendre en compte. Et ça, c'est appuyé par un REX de Google, qui est notre plus gros client dans le monde, que je vous inviterai à aller voir sur notre site. J'ai mis les sources en bas. Le premier, c'est les risques cyber. Aujourd'hui, l'authentification forte, et on ne parle même plus de l'OTP, hein, qui a été complètement même délaissé par les banques et les systèmes de paiement en ligne, mais même une authentification avec une application type Microsoft Authenticator, Google Authenticator, ce sont des authentifications qui sont interceptables. Il y a des attaques comme le SIM swapping notamment, et Nginx qui permettent d'usurper l'identité de quelqu'un malgré une authentification avec un mobile. L'autre point, c'est qu'un mobile, ça dépend du réseau, ça dépend des batteries. En termes d'expérience utilisateur, c'est plus long à utiliser qu'une clé qu'on va connecter en USB tout simplement ou en NFC. Et donc, notamment chez Google, il y a un constat du fait que l'expérience utilisateur est simplifiée et les utilisateurs vont s'authentifier jusque 4 fois plus rapidement qu'avec un smartphone. Le dernier point qui est aussi très, très important pour nos clients, c'est une réduction des tickets support constatés suite à la mise en place d'une authentification forte avec une YubiKey, notamment parce qu'une clé, ça ne se désynchronise pas comme un smartphone, parce qu'une clé, ça ne dépend pas du réseau, pas des batteries, et donc on a un outil qui est ultra stable pour permettre de s'authentifier à nos utilisateurs à tout moment, en tout lieu, même dans des conditions un peu, je dirais, hostiles, ou en tout cas qui ne permettraient absolument pas de s'authentifier avec un téléphone. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Et maintenant, donc, le MFA, le passwordless, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, on va un petit peu démystifier le sujet. Le passwordless, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour le faire. Par contre, le dénominateur commun, c'est que c'est l'absence d'utilisation d'un secret complexe et de sa modification permanente pour l'utilisation d'une combinaison de ce que je possède, de ce que je sais ou de ce que je suis. Donc, très clairement, on fait souvent l'analogie avec une carte bleue. J'ai un élément physique, j'ai un code PIN statique, et tout simplement, on peut imaginer que vous êtes peut-être client d'une banque depuis 10 ans, vous n'avez jamais changé le code PIN de votre carte bleue. Pourquoi? Parce que la sécurité est portée par l'élément physique. Donc, c'est exactement l'analogie qu'il faut percevoir quand vous voulez vous intéresser au sujet de la YubiKey notamment. L'autre point qui est intéressant donc, avec Yubico, c'est que la transition vers le passwordless, on est capable de la faire dans des environnements
legacy, mais aussi dans des environnements cloud. Si on écoute Microsoft, le passwordless, c'est uniquement quand le client est en Azure AD, qu'il a déjà basculé sur 365. Aujourd'hui, on sait que le marché prend le temps, notamment en Europe, d'avancer vers le cloud. Et nous, on est capable d'accompagner cette transition, notamment avec des protocoles plus legacy, comme la smart card qui fait du passwordless, comme maintenant la biométrie, puisqu'on a des clés biométriques qui sont sorties, et peut-être aussi avec potentiellement un code PIN, un peu à la manière d'une carte bleue, où on a la clé, le code PIN. Donc, on reviendra un petit peu plus en détail là-dessus. Un chiffre qui est intéressant, c'est le Gartner qui nous le propose. La moitié du marché, globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le marché est en train de se diriger vers le passwordless pour les réseaux qu'on a évoqués. Une meilleure expérience utilisateur, plus de simplicité en termes de gestion pour l'IT et surtout plus de sécurité. Donc, c'est ce que proposent des protocoles modernes qu'on a co-rédigés, notamment FIDO, et j'y reviendrai. Mais en tout cas, ça, c'est une très, très grande tendance de fond pour laquelle on accompagne nos clients. L'autre point qui est intéressant, certains d'entre vous sont peut-être au courant, mais Salesforce a annoncé début d'année 2021, que le MFA va devenir mandatory pour tous les utilisateurs à compter du 1er février 2022. Ça veut dire que vous pouvez vous authentifier à Salesforce en février si vous avez un smartphone pro, si vous avez un authenticator, si vous êtes en SSO, mais sinon, il faut absolument partir sur une clé de sécurité physique. Et Salesforce est client de Yubico, donc Salesforce recommande la YubiKey comme facteur d'authentification forte. L'autre point qui nous amène à répondre à beaucoup d'enjeux chez les clients, mais c'est les enjeux BIOD, évidemment. Beaucoup de clients sont en train de basculer vers le cloud, vers 365, sont en train de migrer justement dans ces environnements et s'aperçoivent que finalement, pour accompagner cette transition, ils n'ont pas équipé tous leurs utilisateurs de smartphones. Et donc, le BIOD, pour nous, c'est un énorme enjeu aussi auquel on répond très souvent, puisque entre acheter une clé de sécurité, une cinquantaine d'euros, avoir le bon niveau de sécurité, la bonne expérience utilisateur et acheter des abonnements et des smartphones pour tous les collaborateurs, évidemment, il n'y a absolument pas photo en termes d'investissement. L'autre point qui fait beaucoup de buzz depuis un mois à peu près, donc c'est l'officialisation de notre reconnaissance par l'ANSSI et l'obtention de la CSPN. Donc, on a maintenant des solutions qui peuvent répondre à tous les OIV, OSE, leurs sous-traitants et toutes les entreprises qui souhaitent mettre en place la bonne solution reconnue, réglementée, européenne et reconnue par l'ANSSI. Ce que vous voyez en dessous, c'est aussi finalement notre capacité à être une partie de la réponse dans des stratégies zéro trust, dans des mises en conformité, ISO 27001, RGPD, mais aussi, et ça c'est un enjeu business, finalement, la capacité à démontrer à vos assureurs que vous avez mis en place du MFA, parce qu'aujourd'hui, les assurances cyber augmentent le prix des assurances si vous n'avez pas de mise en place de solutions d'authentification forte. Donc c'est plein d'enjeux différents auxquels on sait répondre. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette intro. Dans le chat, peut-être que je ne verrai pas. Non, il n'y a pas de questions. Non. Pas de questions. Ok, très bien. Pas de questions, a priori. Super. Non. Génial. Yubico, donc Yubico, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Yubico est une entreprise suédoise. On existe depuis 2007. Globalement, on est présent un peu partout dans le monde. On a une très forte croissance. Donc, on parle de à peu près 300 employés dans le monde, mais des millions de YubiKey déployés dans des milliers d'entreprises et des entreprises notamment qui nous ont permis d'avoir beaucoup de visibilité sur le marché. Je pense notamment à Google, qui est notre plus grosse référence client, qui se sont débarrassés de leur propre authenticator, donc c'est important de le préciser, depuis 2009 au profit de la YubiKey et justement qui nous font le témoignage de cet accroissement de la sécurité, de cette simplification pour les utilisateurs, mais aussi de la réduction finalement du ticketing, des coûts support. Donc ça, c'est important. Cette capacité qu'on a eue à équiper les géants de la technologie nous a permis d'être depuis aussi fournisseur de clés d'authent pour Microsoft, pour Salesforce, et de faire partie maintenant de l'alliance FIDO, et donc d'être à la fois constructeur de clés de sécurité, mais aussi les pionniers en termes d'innovation sur le marché d'authentification forte. Donc on a participé avec Google et Microsoft à la création des protocoles FIDO U2F, FIDO 2, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont finalement l'itération du login mot de passe, de la carte à puce, de l'OTP, pour amener plus de sécurité et répondre aux enjeux modernes finalement de l'authentification.
Une carte à puce, c'est très bien, mais est-ce que ça fonctionnerait avec un smartphone, avec un utilisateur qui est en télétravail sur un ordinateur personnel? Malheureusement, non. Et donc, la vision d'Ubico autour de Microsoft et Google, ça a été justement de travailler à ces protocoles qui sont maintenant ratifiés par le W3C et qui sont déployés dans tous les environnements. Donc, la plupart des briques VPN, les solutions d'identité, c'est supporté nativement par tous les navigateurs. Donc, voilà, s'il y a des questions sur FIDO, je pourrais rentrer plus dans le détail. Mais en tout cas, c'est les normes qui sont en train d'être déployées mondialement. Quelques références clients, sans rentrer forcément trop dans le détail, mais l'idée, c'est juste de préciser qu'on a, vous l'avez compris à travers Google, Salesforce et Microsoft, évidemment, une réponse pertinente dans les enjeux des clients qui sont dans le monde de la technologie, mais on a aussi capacité à répondre à des enjeux souvent différents, mais dans des environnements complètement divers, donc que ce soit la finance, l'assurance, l'industrie, le retail, je pense aux postes partagés, aussi dans les environnements publics, notamment grâce à grâce au tampon de l'ANSSI maintenant. Et donc voilà, on a une capacité à répondre chez beaucoup de nos clients à différents enjeux. Donc je serais intéressé, s'il y a des questions par la suite, ou peut-être de programmer des présentations dédiées par la suite, mais n'hésitez pas à nous challenger pour en savoir un peu plus. Sur notre proposition de valeur, c'est assez simple, on va faire très court. Le premier métier d'Ubico, c'est de faire de la cybersécurité forte et de se différencier des autres acteurs sur le marché. On a une certification européenne depuis quelques années, le chip sécurisé au sein de la YubiKey et EAL6+, critères communs. Donc, c'est un niveau de sécurité militaire. C'est ce qui nous a permis déjà depuis quelques années, bien avant d'avoir la CSPN, d'être présent chez des grands industriels, certaines des plus hautes institutions de l'État, mais aussi de répondre à des enjeux, notamment EIDAS aux îles Féroé, où on est capable aujourd'hui de fournir un élément physique qui permet aux citoyens de s'authentifier sur des plateformes gouvernementales. L'autre point, c'est que notre solution a une vocation qui va plaire à la plupart de nos RSSI, DSI, clients, partenaires. C'est que l'idée, c'est qu'on va apporter plus de sécurité, mais on va simplifier la conduite du changement. Quand je vais annoncer à mes utilisateurs qui vont basculer d'un mot de passe complexe de 12 caractères, avec des majuscules, des caractères spéciaux, vers le fonctionnement d'un code PIN statique avec une clé, je vous laisse imaginer qu'on a quand même, en tout cas, on a un engouement autour de l'utilisation du produit, ce qui est assez rare quand on renforce un niveau de sécurité. La dernière chose qui est hyper intéressante pour nos clients, c'est qu'on a une gamme de clés toute simple, et je pense que je vais rentrer dans le détail tout de suite. On a une gamme de clés assez simple, que vous voyez sur la gauche, qui permet de répondre à la diversité des périphériques présents chez nos clients. De l'USB-A, de l'USB-C, des ports Lightning, peut-être des clés nano qui auraient vocation à être embarquées nativement sur le poste de travail, des clés NFC, donc c'est les deux modèles de gauche, parce qu'on peut aussi avoir des use cases sans contact, que ce soit sur des smartphones, des tablettes, peut-être des postes de travail qui embarquent des lecteurs NFC, et on est supporté, comme vous le voyez en dessous, par la plupart des navigateurs et des OS du marché. Donc ça, c'est important, c'est d'être conscient que aucun de nos clients n'a que des postes Windows fixes. Voilà, les modes de travail évoluent. Il y a des gens qui accèdent à leurs données uniquement sur des smartphones, certains seulement au télétravail. Donc, on a dépassé le scope de la sécurité périmétrique historique. L'autre point qui est intéressant sur notre gamme de produits, c'est qu'elles sont ultra résistantes. Elles sont IP68, donc résistantes à l'eau et à la poussière. Et à l'inverse des modèles RSA qu'a cité Arnaud dans l'introduction, on n'a pas de licence, pas de batterie, on a des clés qui sont interopérables et qui n'ont pas du tout d'obsolescence programmée, contrairement à, j'ai envie de dire, au modèle standard de l'industrie aujourd'hui. Donc, on a des clients qui viennent nous voir parfois en nous disant qu'ils ont des clés qui fonctionnent depuis 10 ans et c'est une grande reconnaissance du marché pour nos produits. Le point qui est assez intéressant sur la droite, et je vais rentrer peut-être tout de suite dans un petit focus, c'est de montrer que on a une stratégie assez simple, c'est d'embarquer la plupart des protocoles standards du marché, donc pour finalement permettre à nos clients de travailler sur la majorité de leurs cas d'usage. Donc très clairement, on a des protocoles modernes comme FIDO2, typiquement, qui fonctionnent avec 365, mais qui commencent à être supportés par pas mal de VPN. Je pense à Fortinet, je pense à Apple Secure. On a U2F, FIDO U2F, donc, qui est co-créé à l'origine avec Google, qui est supporté aussi par Salesforce, par GitHub, qui permet de faire du SSH sur Linux, typiquement. On a la carte à puce, et donc, pour ceux qui ont connu les modèles
la smart card avec Gemalto, typiquement, on est capable de s'appuyer sur votre PKI, d'embarquer des certificats, jusque 4, et de travailler sur des environnements legacy, donc peut-être de l'ouverture de session sur un AD on-prem, peut-être de travailler sur des briques de chiffrement comme Primix, peut-être de faire du Bastion Walix. Donc, en gros, on a des protocoles modernes, des protocoles moins modernes, mais qui apportent des très bons niveaux de sécurité et qui permettent finalement de répondre aux enjeux d'authentification de nos clients en fonction aussi de la roadmap des éditeurs, parce que tous les éditeurs n'ont pas encore basculé vers FIDO2, qui est très récent quand même, qui date de 2019. On a aussi capacité à faire ce qu'on appelle de l'OTP sous toutes ses formes, donc du one-time password, soit basé sur le temps, en s'appuyant sur un applicatif qu'on est capable de déployer sur tous les postes, fixe ou mobile d'ailleurs, donc pour générer des secrets statiques, soit de faire du HOTP, et on a aussi capacité à faire du PGP. Donc voilà, c'est finalement juste comprendre que notre clé, avec tout ce qu'elle embarque simultanément, va vous permettre de répondre à pléthore de cas d'usage, même si voilà, certains de nos clients n'utilisent la clé que pour un cas d'usage, mais quand ils découvrent la capacité de cette clé, voilà, être un peu tout terrain, ça leur permet de capitaliser sur l'outil pour faire de l'ouverture de session, sécuriser un poste, sécuriser un accès VPN, une solution IAM et ainsi de suite. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je déroule. Donc, pas de questions, Nico, Arnaud? Non, tu peux y aller. Super. Fabrice. Donc, la YubiKey Bio, donc, voilà, c'est important d'en parler. Le produit vient de sortir, ça fait énormément de buzz. Beaucoup de nos clients, depuis 1 an, 2 ans, alors soit pour certains cas d'usage, des postes partagés, est-ce que dans l'industrie, sur des lignes de production, est-ce que dans le retail, est-ce que dans un hôpital, est-ce que finalement, même la gestion d'un code PIN n'est pas trop complexe? Est-ce que finalement, s'authentifier uniquement avec un clé et une empreinte digitale, est-ce que ça peut être une réponse pertinente pour ces métiers-là? La réponse est oui, évidemment. La réponse, c'est qu'on est capable maintenant de s'authentifier donc avec une empreinte, une clé, donc simplifier à l'extrême l'expérience utilisateur pour apporter encore plus de confort finalement sur certaines populations, dans certains enjeux métiers pour nos clients. Donc ça, c'est important. Voilà, on vient d'avoir ce produit qui est sorti sur le marché. Et évidemment, je citais Salesforce, donc on est capable de le faire sur Salesforce, on sait le faire sur 365, on va être capable de le faire sur de plus en plus de technos qui justement sont en train d'embarquer des protocoles modernes comme FIDO. L'autre buzz, évidemment, c'est la clé CSPN. Donc, je l'ai mentionné un peu dans l'introduction, mais on a maintenant une gamme de clés donc, estampillées CSPN, très clairement, qui embarquent les mêmes protocoles que la série 5, sauf la partie PGP. Et donc, voilà, on a de plus en plus de très hautes institutions de l'État, mais aussi d'acteurs stratégiques, OIV, OSE, ou leurs sous-traitants, qui jusque-là choisissaient des modèles de clés FIPS qu'on avait déjà dans notre catalogue, qui permettaient de répondre à des réglementations américaines. Maintenant, voilà, on a des réglementations européennes, on est capable de répondre à ces enjeux-là. Et on a aussi des clients qui nous disent, voilà, peut-être que dans le plan de France Relance l'année prochaine, je vais être capable de justifier l'acquisition de la solution YubiKey. Et donc, voilà, c'est très, très pertinent pour la plupart de nos clients qui attendaient ce tampon pour avancer sur des pilotes, des déploiements plus importants, etc. S'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, voilà, je vous ai montré que la clé apportait un très bon niveau de sécurité, qu'elle permettait de faire beaucoup de choses différentes. Comment est-ce que finalement, ça se traduit chez nos clients en termes d'enjeux métiers, à quels enjeux on répond, et quels sont les cas d'usage les plus courants, les applications les plus courantes autour desquelles notre clé est embarquée. Évidemment, le premier sujet, c'est souvent la partie compta privilège. Comment sécuriser finalement les accès de mes admin systèmes, mon top management, ma finance, ma comptabilité, ma RH, mes VIP. Notre clé est souvent utilisée dans ces scénarios-là, parfois autour de briques typiquement très admin. Donc, on peut citer toutes les briques de chiffrement, de Bastion. Parfois, c'est uniquement pour sécuriser l'ouverture de session. Parfois, ça peut être pour sécuriser l'accès, je ne sais pas moi, à la console Azure. Donc, on est capable de répondre à ces sujets-là. On sait faire du RDP, du SSH. Donc, voilà, on a beaucoup de réponses sur ces enjeux-là. Et souvent, c'est le premier step que font nos clients pour déjà tester le produit, avoir des sponsors et puis avoir un retour d'expérience intéressant qui permet de déployer sur d'autres
population, métier. Le deuxième point, c'est la partie mobile restreint. Et évidemment, la première chose auquel on pense, c'est la partie BIOD. Beaucoup de nos clients sont en train de migrer sur des solutions cloud, 365, Google, peu importe. Ils s'aperçoivent que finalement, l'authenticator, il a beau être gratuit et disposé par Microsoft gracieusement, il ne répond pas à tous les enjeux et de sécurité pour les postes les plus critiques, mais surtout, il n'est pas déployable sur des gens qui n'ont pas de téléphone. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme notre clé fonctionne de manière complètement agnostique du réseau et des batteries, on a aussi une réponse dans des environnements où, alors, soit les utilisateurs n'ont pas le droit de se servir d'un mobile. Donc, je pense par exemple à des call centers. Dans un call center aujourd'hui, pour ne pas exfiltrer de la donnée client, les utilisateurs, les opérateurs n'ont pas le droit de rentrer avec un mobile dans ces pièces-là. Donc, on a des réponses typiquement pour ces clients avec la YubiKey, mais on a aussi une réponse dans des environnements où on ne pourrait pas se servir d'un mobile pour des raisons de manque de couverture, de réseau, ou pour des raisons d'hostilité de l'environnement. Donc, la clé est résistante à des fortes variations de température, à des forts niveaux électrostatiques, mais aussi, du coup, à l'absence totale de réseau. Donc, on est capable de répondre à ces sujets-là pour des clients, je ne sais pas moi, dans des zones qui sont au moins 7e étage d'un bâtiment qui n'ont pas de réseau, sur des bateaux qui sont offshore, dans des zones où, voilà, typiquement, on ne pourrait pas utiliser un smartphone, dans des industries aussi où il y a des conditions un peu hostiles. La partie post-partagée est un énorme accélérateur pour nous aussi, notamment grâce au passwordless, mais aussi aux limitations des solutions existantes. Donc, si on parle typiquement d'un Windows Hello, Windows Hello ne peut supporter qu'un certain nombre d'empreintes sur un poste. Quand on se projette maintenant dans la situation d'un hôpital, d'une industrie, d'une caisse sur un poste partagé dans le retail, comment assurer l'authentification forte d'une énorme rotation d'effectifs sur la même machine, c'est tout simplement impossible. Et pour ces enjeux-là, la clé a énormément de valeur pour nos clients. On est capable d'ouvrir une session Windows avec la clé, mais aussi de fermer les applicatifs et la session au retrait de la clé. Donc, c'est comment est-ce qu'on apporte finalement de la traçabilité, du suivi et de la sécurité sur ces clients qui ont des enjeux très spécifiques. La quatrième brique que vous voyez, évidemment, elle a été... ça pourrait être la première brique de ma présentation, mais ça a été largement accéléré, évidemment, par la pandémie et l'accélération du télétravail. Comment est-ce qu'on sécurise les accès distants pour beaucoup d'entreprises qui ont été forcées de déployer du télétravail à la hâte, parfois avec succès, mais évidemment avec toutes les contraintes que ça représente en termes de sécurité. Comment est-ce que la YubiKey peut sécuriser des accès VPN? Et vous voyez quelques briques en dessous sur la partie VPN accès distant. Donc, tous les VPN les plus majeurs du marché, on a capacité à répondre avec l'un des protocoles qu'on embarque au sein de nos clés. Donc, tous ces enjeux-là, vous vous en doutez, évidemment, ça nous permet chez nos clients de rentrer parfois par une porte, mais finalement d'avoir des déploiements massifs. Et on a des clients aujourd'hui qui ont déployé des milliers de clés pour tous leurs utilisateurs, avec parfois un peu de granularité. Donc, est-ce qu'on va renforcer, quitte à dégrader un tout petit peu l'expérience utilisateur, est-ce qu'on va renforcer encore plus le niveau de sécurité pour des admins? Et comment est-ce qu'on va alléger l'expérience utilisateur au maximum pour les gens qui ont les accès les moins critiques? Mais donc, c'est ce qui est intéressant avec la YubiKey, c'est vraiment d'être capable de se décliner comme ça sur tous vos enjeux. Comment ça se traduit dans les en tout cas dans les cas d'usage les plus courants, vous le voyez sur le bas de la slide, c'est quand même beaucoup d'enjeux liés à la sécurisation des applications web, cloud. Donc, évidemment, il y a Salesforce en ce moment qui fait beaucoup de buzz, mais tout ce qui est Office 365, Google, AWS, donc ça fait partie des cas d'usage qu'on rencontre le plus souvent. Sauf que quand nos clients découvrent la capacité de la clé à répondre à d'autres cas d'usage, on a très très souvent le cas d'usage de l'ouverture de session Windows qui vient avec, en fait. Parce que si finalement la clé peut me permettre de sécuriser 365, pourquoi ne pas en profiter pour justement me débarrasser de la gestion des mots de passe sur l'ouverture de la session? Et on est capable de le faire sur Windows, sur Mac, sur Linux de façon différente. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on y répondra par la suite. La partie VPN et accès distant, voilà, je ne vais pas le rementionner, mais évidemment, voilà, on a une réponse sur toutes les briques d'accès distant. Et on voit de plus en plus, évidemment, de sujets autour de l'IAM, du SSO, parfois des managers de password, mais en gros, comment est-ce que la brique Yubico peut venir apporter le bon niveau de sécurité autour d'un projet de fédération d'identité, de simplification des accès? Comment est-ce que finalement, voilà, on va donner les clés finalement des applications métiers aux utilisateurs
en renforçant l'authentification au niveau de l'accès directement à l'IAM ou à la solution SSO. Voilà. Donc, ça vous donne une idée, en tout cas, des enjeux les plus courants qu'on rencontre chez nos clients, même si les cas d'usage sont très exhaustifs et on découvre des nouvelles choses tous les jours. J'ai été assez vite et il n'y a pas eu de questions. Il nous reste un peu de temps. Je crois je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non, il n'y a aucune question. D'accord. On est assez peu nombreux peut-être pour se permettre d'ouvrir les micros. Je ne sais pas si Jérôme, tu peux ouvrir les micros peut-être des gens, savoir s'il y a des commentaires, des questions. Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas évoqués qui vous intéressent? Peut-être ouvrir le débat peut-être sur les questions habituelles que tu retrouves sur les problématiques de perte de clés, ce genre de choses, entre autres. Oui, bien sûr, on peut parler de ça. On peut parler de ça. Alors, attends, je crois que j'ai une slide dédiée justement que j'avais prévue, puisque c'est la question qui tombe à tous les coups. C'est un peu voilà, des réflexions qu'on a côté client et c'est de montrer qu'on a, nous, l'expertise avec NXO pour vous accompagner justement sur cette gestion-là. Finalement, la clé, techniquement, c'est une question d'intégration. Évidemment, il y a un peu de boulot. Parfois, il y a des phases de POC, de pilote. On va tester sur un certain nombre de populations avant de faire des déploiements plus importants. Mais la chose la plus importante, c'est d'anticiper cette gestion des clés. De la même manière qu'on anticipe des badges, de la même manière qu'historiquement, vous avez géré de la carte à puce, des tokens RSA. Donc, nous, on a l'expertise pour le faire sur des entreprises avec des milliers d'utilisateurs, donc on sait très bien faire ça, mais c'est important de montrer que finalement, ça passe par quelques best practices qu'on ne peut pas éviter. Comment déjà réduire ou optimiser en tout cas l'interaction utilisateur-support, c'est en passant par ces quelques questions dès le départ. Hein. C'est associer la clé dès le départ, soit au porte-clés de l'utilisateur, soit au tour de cou ou au badge de l'entreprise. Donc ça, évidemment, c'est incontournable parce que si je laisse ma clé se balader au fond de mon sac, on a quand même une forte chance d'avoir beaucoup d'appels de support hein, avec des gens qui les perdent. Mais donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'anticiper comment est-ce qu'on gère quand un utilisateur a oublié, perdu sa clé ou qui se l'est fait voler. Dans le cas du vol, évidemment, on peut révoquer un certificat, on peut révoquer une clé privée. Tout ça s'opère directement depuis la console de l'outil avec lequel on travaille. Et c'est aussi de comprendre que dans tous les cas, il y a des méthodes alternatives qui permettent de s'authentifier. Donc, si je prends l'exemple d'un Microsoft 365, à tout moment, évidemment, un utilisateur oublie ou perd sa clé, on peut générer un mot de passe éphémère que l'utilisateur va pouvoir utiliser le temps de récupérer une clé. Évidemment, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y a des utilisateurs pour lesquels on peut se permettre de dégrader temporairement le niveau de sécurité. Il y a d'autres utilisateurs pour lesquels ce n'est pas concevable. Donc, chez nos clients, ce qu'on voit, c'est souvent des volumes de spares, en gros, hein, des clés de backup, qui sont soit disponibles à l'IT, et donc j'ai un utilisateur qui arrive le matin, qui a oublié les clés de son domicile, même si c'est rare, il va venir à l'IT récupérer une clé et s'enrôler, et on pourra les révoquer par la suite quand il aura récupéré sa deuxième clé. Et c'est aussi prévoir pour tout ce qui est compte à privilège, peut-être pour des gens nomades qui n'ont pas l'occasion de passer au bureau, pour des gens, en gros, pour qui on ne peut pas se permettre de réduire, de dégrader temporairement le niveau de sécurité, c'est peut-être d'avoir des clés de backup, peut-être même préconfigurées. Si on parle de 365, on peut enrôler jusqu'à 5 clés par utilisateur. Si on parle de 365, on a des clés qui peuvent s'enrôler à la volée à tout moment. Donc, tous les scénarios sont envisageables, mais c'est important d'avoir ça en tête. Voilà, on m'a posé la question pas plus tard qu'il y a 2 jours dans le cadre d'un sujet sur le retail. J'ai plein de points de vente un peu dispersés partout. Ce sont des gens qui ne sont pas proches d'un service IT. On a une clé par utilisateur pour accéder au système d'information, ouvrir les systèmes de caisse le matin quand on ouvre le point de vente. On a une clé éventuellement de backup qui est déjà prévue au sein de la boutique pour un ou plusieurs utilisateurs. Et peut-être qu'on peut imaginer une troisième clé qui va être dans le coffre-fort de la boutique, du point de vente, pour être capable de s'auto-enrôler à la volée et pour éviter d'avoir des problématiques d'accès ou de réduire le niveau de sécurité temporairement. Donc tout ça, c'est important de l'avoir en perspective, en sachant qu'on est capable, selon vos enjeux, selon les populations, encore une fois, de façon granulaire, de vous accompagner avec nos retours d'expérience pour
bien définir quelles sont les best practices. On a une question. Quelle est la différence entre la biométrique et la 5 NFC? C'est une très bonne question. C'est vrai que je ne me suis pas forcément attardé dessus. Je vais peut-être juste revenir sur la présentation. La 5 NFC, c'est notre série phare, évidemment, puisqu'elle existe depuis des années. La différence majeure, c'est qu'on embarque. Déjà, il y a un bouton, j'ai oublié de le préciser, d'ailleurs, c'est une bonne question. Il y a un capteur de présence sur toutes nos clés. Donc, quand je fais du passwordless avec une clé 5 NFC, je vais donc rentrer ma clé. Je n'ai plus besoin de saisir mon login. Je vais saisir un code PIN et je vais ensuite toucher la clé. C'est un capteur de présence pour éviter une prise de contrôle à distance. Ça va libérer l'échange de clés asymétriques. Donc, finalement, il faut toucher la clé pour déverrouiller l'échange de clés asymétriques, mais ce n'est pas une empreinte digitale. La clé 5 NFC embarque tous les protocoles. Donc, j'avais fait un peu le tour des sujets, tout ce qui est PGP, OTP, Smart Card et les protocoles FIDO. La différence, c'est que nos clés biométriques ne font que des protocoles FIDO. Autrement dit, cette clé n'a pas vocation à répondre forcément à tous les use cases que vous pourriez avoir. Par contre, elles vont pouvoir vous permettre de vous authentifier de façon peut-être plus rapide avec une empreinte sur des sujets qui sont supportés par FIDO. Donc, c'est un peu ça la différence majeure. On va être moins sur une clé tout-terrain. Par contre, on va être une clé qui va pouvoir répondre à ces enjeux de vitesse d'authentification dans des enjeux très spécifiques. Est-ce que ça répond bien à la question? J'ai pas de retour, donc je suppose que oui. Ah oui, merci, ça y est. Oui, ça a bien répondu. Super. Donc, je ne sais pas si vous voulez détailler quels sont vos cas d'usage, mais bon, globalement, vous l'avez compris, hein, tout ce qui est environnement cloud, ça supporte maintenant des protocoles FIDO. Tout ce qui est encore un petit peu legacy, hein, sans être péjoratif, hein, mais si je pense à un Bastion Walix, à un VPN Storm Shield, à certaines technos du marché ne supportent pas encore FIDO, mais c'est souvent en roadmap chez la plupart d'entre eux. Donc voilà, c'est juste nous poser la question parce qu'on rencontre souvent la plupart de ces technos. Est-ce que FIDO2 est déjà supporté et où est-ce que vous avez une vision de la roadmap de l'éditeur pour pouvoir utiliser la clé biométrique sur pléthore de cas d'usage. J'en profite juste pour illustrer, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, le fait que vous voyez que sous FIDO2, il y a écrit 24 tokens. C'est quand même assez important d'en parler. C'est qu'au-delà du fait que la clé supporte tous ces protocoles, on peut embarquer 24 identités ou applicatifs différents uniquement déjà sur le protocole FIDO. Là où sur U2F, je peux embarquer des millions de tokens, sur la Smart Card 4 certificats, mais ça veut dire que je peux très bien être un administrateur de la console Azure 365, c'est une identité. Je peux avoir besoin d'ouvrir ma session Windows, c'est une deuxième identité, c'est un deuxième token qui est consommé. Et ensuite, je peux avoir un accès 365 classique, c'est une troisième identité. Si ensuite je travaille sur un VPN qui supporte FIDO2, je vais consommer un quatrième des 24 tokens, et ainsi de suite. Donc on a vraiment cette chance et cette capacité de pouvoir répondre à pléthore de cas d'usage sur le même outil. Voilà, je ne sais pas si... On a une nouvelle question. Est-ce que la biométrique fonctionne en ouverture de session Windows avec Fortinet Okta en FIDO2? Alors, je vais dire oui. Maintenant, c'est à valider les prérequis. La clé biométrique peut faire de l'ouverture de session... Pardon, je m'emballe. La clé biométrique peut faire de l'ouverture de session Windows à partir du moment où vous avez les bonnes versions de Windows, je crois 19.03 de mémoire, à vérifier, et que vous êtes sur un AD hybride, AD Join, AD Connect. Donc ça, on pourra prendre le temps après le call pour en rediscuter, mais donc si c'est le cas, FIDO2 est supporté nativement par Microsoft, et donc on va ouvrir sa session Windows avec la clé, en biométrie. Ensuite, on va s'enrôler dans Okta avec de la biométrie également, puisque Okta supporte FIDO. Il y avait un autre use case que tu as cité, je ne m'en souviens pas, Nicolas. C'était ouverture de session avec Windows, Fortinet Okta. Et Fortinet supporte en fédération d'identité depuis octobre, je crois. Si vous êtes fédéré par Azure, vous pouvez déjà faire du FIDO2 avec la bonne version de Fortinet, encore une fois, à revalider. Et FIDO2 sera supporté nativement par Fortinet dès l'année prochaine. Donc Fortinet fait partie des constructeurs qui ont compris l'importance d'apporter justement ce meilleur niveau de sécurité et d'expérience utilisateur. Là où on a quelques VPN, je ne les citerai pas, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais on a quelques VPN sur le marché qui ne sont pas du tout encore en train de déployer, ni qui n'ont prévu en roadmap d'implémenter FIDO2. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que ça clignote.
Non, c'est juste pour dire merci. Il n'y a pas de nouvelles questions. Ok, super. Peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions en 2 minutes, peut-être que j'ai balayé quand même assez vite toutes les slides. Je voulais juste rappeler que FIDO, donc que ce soit dans la version FIDO U2F ou FIDO 2, pourquoi le marché est en train de tendre vers ce protocole, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il apporte plus de sécurité. Déjà, FIDO, c'est de l'échange de clés asymétriques, donc c'est le même niveau de sécurité qu'une smart card. Donc ça, c'est important de le préciser. Le deuxième point qui est différenciateur, c'est que dans FIDO, il y a une vérification du contexte anti-phishing. C'est-à-dire que chaque identité dans FIDO fait globalement, on a un échange de clés publiques, clés privées, entre typiquement le serveur de Microsoft et la YubiKey. On va vérifier à chaque fois qu'on est dans le bon contexte. Donc, je prends un exemple qui est d'actualité. J'ai un portail de phishing qui est hyper bien fait. Je suis redirigé vers un portail Outlook. Outlook avec 2 ou avec 3 O, peu importe, si l'adresse URL est faussée. Si la clé, lors de l'échange de clés, si on n'est pas sur le bon contexte, sur la bonne URL, l'échange de clés asymétrique n'aura jamais lieu. Donc, c'est pour ça que des entreprises comme Google, Salesforce ou Microsoft, et d'autres encore, font confiance à la YubiKey pour être la méthode aujourd'hui actuelle, en tout cas la plus résistante par rapport à tout type d'attaque phishing. Donc, c'est important peut-être juste de dire ce qu'apporte FIDO 2 en termes de cybersécurité par rapport à d'autres protocoles. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être une question sur le... je ne sais pas si tu l'as abordé, sur la fiabilité de la clé, la solidité de la clé, comment ça se passe, s'il y a le moindre problème. Oui, c'est une bonne question. Alors, je vais peut-être mentionner rapidement. Il y a ce petit logo qui n'est pas hyper sexy, mais IP68. Donc, je disais que la clé est résistante à l'eau et à la poussière. Comment ça se traduit? Ça se traduit par des clients qui nous ont témoigné encore récemment, pendant des phases de POC, d'avoir laissé la clé dans leur jean, qui est passée en machine, et la clé marche encore. Ils sont un peu surpris, parce qu'évidemment, d'autres solutions du marché ont probablement moins de robustesse. Donc, pour nous, c'est normal, mais voilà, c'est important de le préciser. Donc, la clé est vraiment résistante à l'eau et à la poussière. L'autre point, alors je n'ai pas les chiffres sur la slide, mais c'est qu'on est aussi résistant aux changements de température forts. C'est-à-dire que si demain vous avez des use cases dans des environnements un peu hostiles, industriels, on peut imaginer plein de scénarios, la clé va être capable de résister à des variations de température assez fortes. Niveau robustesse, donc il n'y a pas de certification qui est liée à ça. On a des garanties européennes standards, on a des garanties 1 an, constructeurs. Par contre, la plupart de nos clients font des retours d'expérience au bout de 5, 6, 10, 12 ans parfois, puisqu'on existe depuis 2007. Les clients utilisent la même clé. Elle est vraiment, vraiment très robuste. Encore une fois, c'est un peu... ça peut être perçu comme un manque à gagner peut-être par certains actionnaires ou des directions financières, mais c'est la volonté, la vocation du Ubico, c'est d'aller contre le modèle de l'obsolescence programmée. Donc, notre idée, ce n'est pas de détruire la planète en vendant des nouvelles clés tous les ans à tous nos clients. C'est vraiment au contraire de leur permettre de capitaliser dans la durée sur un produit qui est pérenne, robuste, stable et qui apporte le très bon niveau de sécurité qui est attendu. Autre question concernant le cas de la perte de clé toujours, mais cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une personne trouve la clé par terre, qu'est-ce qu'il peut en faire? C'est une très bonne question. Merci à celui qui l'a posée. Je n'ai pas précisé que on a des clients qui ont... on a des clients, je crois, je ne sais pas si je peux le citer. Pardon. Excusez-moi. On a des clients qui ont choisi de logoter, donc de sérigraphier les clés aux couleurs de l'entreprise, pour une raison assez simple, c'est que déjà, le process veut, comme avec votre carte bleue, quand on définit bien les process en amont, que si un utilisateur se fait voler ses clés, c'est un peu comme avec une carte bleue. Logiquement, votre premier réflexe, c'est d'appeler l'IT, comme si vous faites voler votre laptop. Vous allez prévenir l'IT que, attention, on m'a volé mon laptop. Est-ce que l'IT va écraser le poste de travail à distance? Est-ce que les solutions de sécurité installées vont permettre de le faire? Ça, c'est une question. Mais c'est la même chose pour une clé de sécurité Ubico. Donc, le premier réflexe, c'est évidemment de contacter l'IT pour révoquer les clés publiques, les clés privées, les certificats, en tout cas pour désactiver la clé et ces protocoles qui permettraient de rentrer dans le système d'information de l'entreprise. Donc ça, c'est assez bordé, c'est juste une question de process. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas le temps de prévenir l'IT.
le voleur, entre guillemets, va récupérer cette clé, il va essayer de s'authentifier. Déjà, il n'y a absolument rien qui permet d'être lu ou connu quand on insère une clé USB. La clé YubiKey, en gros, vous l'insérez dans un poste de travail, vous venez de la voler à quelqu'un, vous n'allez absolument rien voir si ce n'est quels sont peut-être les protocoles qui sont utilisés. Donc, il n'y a rien qui soit interceptable, hackable, récupérable. L'autre point, c'est que dans la plupart de ces protocoles, on a ce qu'on appelle des mécanismes anti-brute force. Donc, si je prends l'exemple de la carte à puce ou de FIDO, typiquement, je fais un mauvais code PIN une fois, 2 fois, 3 fois, tout simplement, la clé va être désactivée. Donc, voilà pourquoi, tout simplement, hein, un peu comme avec une carte bleue que vous perdez dans la rue, logiquement, si le voleur se dirige vers le distributeur, au bout de 3 mauvais codes PIN, finalement, il ne peut rien faire de cette carte. Même si aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais on peut payer en ligne. Logiquement, maintenant, il y a des méthodes d'authentification qui vérifient que vous avez bien aussi le smartphone ou l'application push, etc. Donc voilà, il y a des mécanismes anti-brute force, tout simplement. Donc, une clé volée dans la rue, globalement, ça n'a pas beaucoup d'impact, même si c'est quand même important de bien définir les process en amont. Merci Fabrice. Il n'y a plus de questions, donc je pense que ça a été relativement clair, je pense.